les podcasts de la 46e édition de Cinéma du Réel. Dans le cadre de la programmation Front Populaire, rencontre avec Moana Yagbi à l'issue de son film R21 AK Restoring Solidarity, une rencontre animée par Charlotte Schwarzinger et Marion Slitine. Bonsoir à toutes et à tous, rebonsoir pour certains et certaines d'entre vous. Il y a des personnes assidues. Félicitations. Je réitère ce que Marion a dit à la séance précédente. Un grand merci au Cinéma du Réel, à toute l'équipe, pour donner un espace à ces films palestiniens, même si la situation paraît un peu dérisoire, enfin de parler de cinéma maintenant paraît un peu dérisoire, c'est quand même important justement de prendre l'espace, littéralement. Et surtout, merci à vous, Mohanad, pour ce film qui est très beau. Et c'est très beau de découvrir ces archives inédites qui dévoilent ces solidarités internationales, militantes, politiques, mais aussi ces solidarités cinématographiques. Je ne sais pas si je vais trop vite. Ouais. Je ne vais pas mobiliser la parole parce que je pense qu'on a surtout envie de vous écouter, Mohanad. Je pense qu'on va poser 2-3 questions et puis après donner le micro à la salle assez rapidement. Ma première question en fait porte sur la mise en scène du processus de fabrication du film à l'intérieur de votre propre film et donc du coup de la fabrique des archives en tant que telle. On vous voit aller chercher ces archives, les manipuler, couper les bobines, utiliser des logiciels de coloring, etc. Donc, en fait, un peu comme une mémoire en action que je trouve très belle, notamment si on prend en considération l'histoire du cinéma palestinien qui est traversé par la problématique très particulière de l'invisibilisation, évidemment des Palestiniens et Palestiniennes comme du cinéma palestinien. Mais donc je ne sais pas en fait si le public est familier avec cette question de l'invisibilisation dans l'histoire du cinéma palestinien. Donc peut-être, c'est ça ma première question, serait de revenir sur la genèse de ce film, de comment vous avez entendu parler de ces archives que vous avez décidé de revivifier en lien avec cette histoire cinématographique très, très particulière. Bonsoir, good evening. Okay. I mean, was not intended to make a film, first of all. It was more of a restoration project. The film came out of the process of restoring. So even the scenes, the shots in the lab was not like there was no intentions. I was just doing it as a documentation for the process of scanning. I found it. I didn't found it. Basically, it was. We were screening Off Frame, aka Revolution Until Victory, in Japan at Tokyo, and after the screening, someone from the audience came forward and she asked to meet, and she told me about this collection of films, and she gave me a paper, an A4 with an Excel sheet. Donc à la base, en fait, j'avais pas un film précis en tête justement. À l'origine, c'est vraiment avant tout un projet de restauration. Et le film est la résultante en fait de ce projet. Et d'ailleurs, les plans qu'on voit dans le laboratoire, il n'y avait pas d'intention de mise en scène quand on les a filmés. Il s'agissait avant tout de documenter le travail qu'on était en train de faire sur la numérisation. Et donc, quand j'ai montré mon film précédent à Tokyo, une spectatrice est venue me voir et m'a parlé de ce fonds d'archives justement. And after that, I went home. I translated this piece of paper, and you can imagine, just finished a film that is about Palestinian militant cinema, been in research for 7 years, and suddenly I'm faced with a list of films that I haven't heard about. And it was frustrating. Exactly, like it's endless and somehow. So that's when we met and we talked. Her name, she's Professor Awet Aname. And obviously
had a lot of questions about how this came to her place. There, obviously, she was in like end of 80s or during the 80s. She was part of like a student activist in solidarity, not only with Japan but with different grassroots movements as well. Thing happened in the PLO office closed in Tokyo, and also that the peace process, or some in Japan, they heard that there were peace, so and somehow many of the activists as well like put down the guards, and the collection ended up in her house because she was moving to another city and her family house room was empty, and she offered to put it there. 30 years after this film happens, she comes in and she says, I have this collection, and she wants to bring it back into life. I thought that it's her, but obviously when we went to that room we see at the beginning of the film, it's not only the films, it's the room. So it's a whole accumulation of different text, posters, photographs, things that we didn't have the time really to look into. And then I thought that I'm not worried. Donc en fait c'est vrai que je suis rentré chez moi en ayant une petite fiche sur laquelle il y avait l'index de tous les films que m'avait confié cette spectatrice. J'ai traduit cet index pour savoir un petit peu de quoi il s'agissait. Et là je me suis dit, je viens quand même de passer 7 ans à faire des recherches pour faire le film que j'avais présenté au Japon, et on me présente un nouvel index de films que je connaissais pas. Il y a quelque chose d'un peu frustrant. Je me dis que c'est un travail sans fin à ce moment-là. Et puis, en fait, on a beaucoup discuté donc avec cette femme qui était donc une professeure. Elle m'a parlé de son implication, en fait, qui remontait à la fin des années 80. Elle était dans un groupe d'étudiants activistes qui agissaient dans la clandestinité, qui était en lien avec d'autres mouvements étudiants. Et puis, finalement, le bureau a fini par fermer parce que le Japon est entré dans un processus de paix, et du coup, beaucoup d'activistes se sont tournés vers d'autres causes. Et en fait, elle a décidé d'héberger cette collection chez elle, à peu près à cette période-là, puisque sa famille déménageait, et donc elle avait de la place. Et 30 ans après, la voilà face à moi, et avec cette collection qu'elle avait décidé de ramener à la vie. Et ce que vous voyez dans le film au début, c'est pas seulement les bobines, mais c'est vraiment une pièce entière de matériaux d'archives. C'est-à-dire qu'on a des textes, on a des affiches, on a aussi des photos. Donc c'est la somme de tout ça aussi qu'il fallait qu'on explore. So yeah, we took the reels, and the idea was to scan them, digitize them. I work with a collective called Subversive Film that aims to redistribute, recirculate militant political cinema from Palestine and beyond. And that was the aim, is like to scan these films and bring them back to circulation and bring back the reels. The film came out as a byproduct, and somehow like it's one of the outputs of the research, because it was in the studio, it was Corona. When you get in touch with such material, it becomes a kind of also an intimate relationship, and suddenly start to realize, like after scanning them all and seeing them after each other, that the films are mostly non-films, like non, like I have seen many of them before. They're been lost in translation, they're been adapted into Japanese. Some films were being edited shorter. Some films they added like information, title cards. So there's been adjusts in the films, and that's what caught my eye more than the content of the film. Donc à ce moment-là, on a entrepris un processus de numérisation des bobines avec un collectif qui s'appelle Subversive Film, qui a pour but de remettre dans le circuit justement ces images de la Palestine, mais aussi d'au-delà. Et donc ça, c'était vraiment le premier but, et le film, je dirais, est un des avatars de ce travail, une des versions de ce travail. On a commencé
pendant le Covid. Et en fait, quand on a face à soi un matériau aussi riche que ça, on établit forcément un lien intime avec ces images. Et ce qui était intéressant, c'est que pendant ce processus de numérisation, en fait, il y avait beaucoup de ces images que j'avais déjà vues, en tout cas que je connaissais, mais qui avaient été adaptées, que ce soit pour des besoins de traduction, qui avaient pu être aussi parfois un peu raccourcis. Parfois, il y avait des titres qui étaient calés pour créer une sorte de chapitrage. Et en fait, c'est ça, plus qu'autre chose, qui a attiré mon attention vers ce fond-là. And actually, the main question for me was, can we know the politics by curation? So can we understand what are the politics of these people who collected these films by only looking at their curation? So if you are looking at a catalog of a film festival, for example, can you predict or know or build up a kind of an account of the political orientations? And that's the trial, and somehow this is the experiment in the film. Et la question principale, c'était de savoir si, en regardant justement le choix qui avait été opéré parmi les films dans ce fonds d'archives, est-ce qu'on arrivait à voir une orientation politique seulement en se focalisant uniquement sur la sélection qui avait été opérée. Par exemple, si vous êtes dans un festival et que vous regardez la programmation, est-ce que vous arrivez à sentir l'orientation politique? Ça, c'était vraiment la question centrale. Thank you very much. Merci beaucoup, Mohanad, pour ce très très beau film. Et peut-être pour continuer sur la question de l'archive, archiver, on le voit bien avec, avec ton film, c'est sélectionner, c'est choisir, c'est décider, c'est aller aussi chercher, ou alors par le fruit des hasards les trouver. Est-ce que peut-être tu peux revenir sur cette position de double, où tu as eu une double casquette à la fois de réalisateur et d'archiviste, et aussi peut-être dans un contexte de destruction des archives qui est quand même le propre de cette politique coloniale qui n'est pas du tout récente et qui aujourd'hui, en tout cas, ce qu'on peut voir avec toute la destruction des archives, notamment à Gaza, et les archives nationales, les archives culturelles, et du coup, toi, ton acte d'archiver, en fait, en quoi le vois-tu comme aussi un acte politique, un acte de résistance contre cet effacement et contre cette mémoire qui est en train de disparaître? I think, just to, colonization or occupation, it's not only about the aggression, but it's also about this occupation of space and time. And space and time space is the land and the spaces, but time is related to memories and archives. And they control our memories by keeping a grip on this memory. So there is a whole history of booting archives and keeping from 48 till today. And obviously, when they give us a bit of access to the archive, it's just a sign, a gesture of kindness from the occupier toward. So the action of saying that I don't care about the archives you have, that I go around and I will build my archive, it's a sign of vitality and resistance. C'est vrai que quand on parle de colonisation ou d'occupation, on pense déjà à une forme d'agression, parce que l'occupation, c'est à la fois celle de l'espace, mais aussi celle du temps. Alors celle de l'espace, c'est simple, c'est une terre qui va être occupée, mais par contre, celle du temps, l'occupation du temps, c'est en fait comment est-ce que la mémoire et comment est-ce que les archives deviennent une question centrale de cette politique. Et on a vu d'ailleurs à quel point, dans ce processus d'occupation, il y avait eu une mainmise qui avait été faite sur les archives et donc sur la mémoire, et ça remonte dès 48 en fait. Donc le fait d'avoir accès comme ça aux archives qu'on nous donne de temps en temps, un peu comme un signe de bonté qui serait fait par le gouvernement, je pense que nous, quand on dit qu'on n'a
pas besoin d'avoir accès à ces archives et qu'on va se débrouiller par nous-mêmes pour constituer notre propre fonds, c'est un geste militant, c'est un geste de résistance. And the setup, I think, of the whole Oslo period, that everything goes through the occupier, through Israel. Goods, banking, also memory. And it was inaccessible in many ways. That's why even the previous film and this film was all finding the spots of archives from somewhere else. I will not be in Ramallah asking for the Israelis to give us back our memory. I will go around and collect the pieces of this memory and put them together, even if it's not complete. But I have the right to speculate as well. Et c'est vrai qu'en fait, la façon dont ce dispositif est organisé, ça date des accords d'Oslo, en fait. Tout passe par Israël, que ce soit les biens, les services financiers, mais aussi la mémoire, la question de la mémoire passe aussi par là. Et donc, je savais que ce serait impossible de passer par Ramallah et de demander l'accord d'Israël pour arriver à trouver les archives et de demander ce droit d'accès. Donc je me suis dit, voilà, je vais collecter à travers le monde, je vais assembler ce fonds, même si je sais qu'il est incomplet, mais au fond, c'est mon droit de spéculer sur ce que je vais trouver ou non. And it's like you said about archiving and filmmaking as well. I don't see this material, these films, as archives. They are films, and they can't become archive until liberation or until the moment of victory, let's say. And until now, we are seeing them as an evidence. They are an evidence, they are language, and they are politics that we are learning from. Usually archives, we go to them in order to understand our present, but this is our present in somehow. So I had that sense from before, but seriously, after 7 October, it was like, no, we can't. I mean, this is a repetition, another repetition, another cycle that even in Quneitra it happened, in 48 it happened, in all of the historical Palestine. So there is an impossibility of looking at this material as archive. And actually, maybe it's a kind of a problem to call them archive, because it's setting up that the conflict, the war, the aggression, it's not a conflict, it's the occupation is over, and that we have the freedom of creating our archives. Alors, c'est vrai que ce lien entre archives et réalisation, en fait, moi, je ne vois pas ces images comme des archives, je les vois comme des films. Parce que quand on pense à des archives, on pense à quelque chose de fini, mais ça deviendra des archives au moment de la libération et de ce que j'appellerais même la victoire. Je vois vraiment ces images comme des preuves, comme un langage, comme une façon de faire de la politique. Souvent, on considère un petit peu les archives comme une façon d'éclairer le présent. Mais là, ce qu'on voit, c'est encore notre présent, justement. En tout cas, c'est une sensation très forte que j'ai en voyant ces images et qui a été décuplée, je pense, avec depuis le 7 octobre. C'est-à-dire qu'on voit que l'histoire est en train de se répéter. On voit des mêmes choses qui se passent depuis 1948 et qui se sont répétées à travers l'histoire de la Palestine. Et donc, je pense que le problème, c'est que quand on considère ces images, justement, comme des archives, en fait, ici, on a justement face à nous des images de conflits, voire même de guerre, mais tout ça ne sera fini vraiment qu'à la libération. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question assez rapide avant de vous laisser la parole. Vous avez évoqué votre collectif Subversive Film, qui donc du coup cherche ces films militants qui sont aujourd'hui éparpillés dans le monde entier et conserve ces films et après les refait circuler. Donc du coup, ma question est un peu toute bête, je suis assez curieuse. Est-ce que vous mettez à disposition ces films dans leur entièreté, maintenant qu'ils sont restaurés, en accès libre, en fait, pour rendre aussi ce patrimoine cinématographique accessible? First of all, I think that format of cinema is dead. We're not going to be watching films after 100 years. But books existed 5,000 years and they will continue existing. And that's why we transcribed all of the films
into PDFs and printed out as books. And you can find them on tokyoreels.com. So the idea that you read them and have images, at least to have to transmit the language and to transmit the narratives that are in these films. Subversive film do their own curation programs. So it was in Documenta, where in Germany, where we put the 20 films full every day for 100 days were screening. And obviously they were trying to prevent from showing this material because it's telling too much truth. And also, what does it mean to look at an archive blunt without contextualization? So, but we agreed with the Japanese collectors that we will give the digital versions. It's in the hard drive or the drive of the Palestine Film Institute, and it has free access for researchers, programmers, anyone who's contacting, because the PFI has more structure than the Subversive. We're only two, but PFI can respond to several emails. And we saw the surge after 7 October that many of these films, many programmers are contacting, asking for films, and they're not showing them in total as Tokyo Reels, all of the 20 films, but selecting one film from here, putting it in another program, and that's the aim. This is the real kind of recirculation of the film. It's not, there is no publicization in a sense, but anyone who is asking around, they will reach to the Palestine Film Institute. Yeah. Oui, alors tout d'abord, je pense que le cinéma est un art mort, c'est-à-dire que 100 ans après, on ne regarde plus les films qui ont été faits, alors que les livres, ça fait 5000 ans qu'ils existent, et je pense qu'on continuera toujours de les consulter. Donc chaque film, en fait, a été transcrit sous forme textuelle. On en a fait des PDF. On peut aussi y accéder sur le site docuril.com. Et ça permet comme ça de lire ce qui se passe dans ces films, de sorte à transmettre la langue de ces films et de transmettre le récit qui est contenu dans ces films. Ensuite, pour ce qui est du collectif, il a opéré sa propre programmation. Il sélectionne les images qu'on voit. On a notamment fait une programmation des 20 films dans leur intégralité à Documenta en Allemagne pendant 100 jours. Alors évidemment, c'est une programmation qui a été un petit peu... Enfin, il y a eu des tentatives d'empêchement de ce programme parce que ces films contenaient probablement trop de vérité. Et puis, il se posait aussi la question de présenter des archives comme ça, hors contexte. Et puis, on a fait une sorte de pacte aussi avec les collectionneurs japonais qui détenaient ces fonds en fait stockant des disques durs en accès libre, effectivement, dans les archives cinématographiques de la Palestine. Et on a vu une recrudescence manifeste de l'intérêt pour ce fonds après le 7 octobre, que ce soit dans cette archive où ils sont assez réactifs pour traiter les demandes par email et sur DocuReels. Mais en tout cas, effectivement, notre but, c'est la mise en circulation de ces films, même si je ne parlerai pas forcément de vulgarisation au sens strict. Peut-être une dernière question avant de laisser la parole à la salle. Tu fais partie d'une génération, tu es un des plus grands réalisateurs de Palestine, et ton travail est absolument énorme de recherche, de ce que tu n'appelles pas la vulgarisation, mais en tout cas de diffusion. Et donc en fait, tes films, c'est souvent des films sur le cinéma de résistance, et c'est une résistance aussi en soi, on l'a vu. Et je voulais savoir un peu quel regard toi tu portais en tant que réalisateur de la nouvelle génération sur ce cinéma militant qui a beaucoup évolué, et notamment en termes de financement. Là, on voit que tu as été financé par d'autres formes alternatives aussi, qui sont évidemment pas celles des films dont tu parles, qui étaient financés par l'OLP, etc. Et quel regard tu portes aujourd'hui sur l'évolution de ce cinéma militant, et peut-être une autre question sur depuis octobre 2023, quel est selon toi le rôle, et est-ce qu'il y a encore un rôle à jouer
pour le cinéma militant. Yeah. Wow. Okay. It's. I mean, this is. It's hard, really, to think when you're under attack, and I'm. I'm in contact with several filmmakers, and we all talk about things, and we want to do things, but we can't move without having a ceasefire, for example. We need time. It's too tough, especially for if you have. This is what's also another thing, that this moment unified many of the filmmakers from different backgrounds. That the pain you feel like. Yeah, friends, Palestinians lives in Dubai who are from Haifa is calling. People from Ramallah are calling. In Gaza, we are all together, also speaking. I mean, I met more Palestinian from Gaza filmmakers in the last 7 months, much more than the last 40 years. So it's like, coming out and looking to somehow unify or coordinate, or because there is a disbelief in the system of production and producing narratives. It's been too much in control of Western money, and it's been too much directed. Like all of the films we've been doing in the last 20 years, that has been a lot of money that came into it, didn't really manage to prevent one's life death, and didn't manage to change a perspective in a way that is effective. Of course, it changes perspective, but it's not effective. How I feel like we Palestinian filmmakers, intellectuals, researchers, we failed badly. And I said that in the panel before, and I feel the resentment of this failure, that we have to rethink our methods of approaching, of distribution, of making films in total. And these films, the period I work with, gives an example. It's not that we want to make militant cinema. We don't want to make, it's a form that was made in a certain way. But I mean, okay, maybe. Déjà, je trouve ça dur de réfléchir quand on est attaqué. Et ce qui est sûr, c'est que je pense que même s'il y a beaucoup de réalisateurs qui se sont rassemblés après le 7 octobre, qui ont commencé à discuter, on n'arrivera pas à vraiment avancer à moins d'avoir un cessez-le-feu, mais c'est trop dur pour l'instant. Ce qui est vrai, c'est qu'on a rassemblé énormément de réalisateurs qui viennent d'horizons très différents, qui sont vraiment unis par cette douleur commune. Des gens qui vivent à Dubaï, mais qui viennent de Gaza, qui viennent de Ramallah, qui viennent de Haïfa. Et en 7 mois, j'ai rencontré plus de cinéastes palestiniens que dans tout le reste de ma vie. Donc maintenant, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on continue ce processus de se rassembler, de se coordonner. Et je pense qu'on est en train de vivre un vrai désaveu du système de financement actuel, qui est surtout un financement occidental, mais qui, ces 20 dernières années, bien qu'ils aient financé un certain nombre de films, n'a pas empêché les morts, n'a pas permis de vraiment changer en profondeur les mentalités. Et j'ai l'impression que pour nous, intellectuels, cinéastes, chercheurs palestiniens, on vit ça vraiment comme un échec. Enfin, moi, je m'en veux de ne pas avoir trouvé une méthodologie efficace, et je pense qu'il faut vraiment qu'on repense tout ce système de production, de distribution des films, parce que les films, justement, qui sont montrés dans le film que vous avez vu, montrent un chemin, ils montrent une voie qui est peut-être pas parfaite, parce que c'est des films qui sont militants, qui appartiennent à une certaine époque, mais qui peut-être offrent une certaine possibilité. And what is the role today? I mean, of filmmaking. I don't know if there is. It's enough. I mean, there is no space for narratives that are not clear toward liberation. I mean, I'm trying all the time to go away from this, but it's becoming more and more that we have to address the issue in the face. And we can't be apologetical, and we can't be hiding and changing our narrative because it doesn't fit with a Western context, or it doesn't fit with the German memory problem, or whatever they are facing. It's their problem, their issue. If they don't want to give us money, we have to open
other sources of money, not to change our narratives in order to be apologetical or. And I know that many filmmakers, many filmmakers, are thinking the same way. That that to put efforts that we become back of part of this community, because the community, the Palestinian community, has been fragmented in the last 20 years more than the last whole 100 years. That because of this whole difference in financing, different orientation, it worked out, this whole separation between Gaza, West Bank, inside, outside. And the role and the mission is, as filmmakers, as image producers, is to build up the bridges, to know each other, and not to stop addressing also the outside as much. We need to address our people, in many ways. I feel too much distance from them today. And it's a very sad feeling that I've been all the time looking at festivals, Toronto, I don't know what, all of this kind of things, and never been looking at, okay, what is the voice, real voice back there? And also to communicate different voices and different images of different people, different communities of the Palestinian origins. I can't give a solution at the end of the day, but the only thing I can do now is that these films and the films from Off-Frame are available. They've been circulating, and they are example of something that we need to learn from and build on. I went to London to study international history of cinema. That's where I realized that we have our own history that we don't have access to. We need to build on this, because occupation also always works on the cutting, not the accumulation. Alors, quant au rôle, la question du rôle du cinéma aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas la place de faire des récits ambigus sur cette question de libération, en fait. Et je pense qu'il ne faut pas que le cinéma se détache de cette question. Il ne faut pas que le cinéma cherche des excuses. Le cinéma, voilà, si on commence à penser qu'on va avoir des problèmes avec certains financements occidentaux, des problèmes parce qu'on a un financement qui vient d'Allemagne et qu'on risque de heurter la sensibilité mémorielle, en fait, il faut juste trouver d'autres sources de financement plutôt que de changer la façon dont on fait les films. Et je pense que beaucoup de réalisateurs palestiniens partageront cette vision des choses. Il faut savoir que la communauté palestinienne, elle a été beaucoup plus divisée ces 20 dernières années qu'au cours de tout le siècle précédent. Et on voit qu'il y a vraiment des différences dans le financement, que ce soit les films qui sont faits à Gaza, les films qui sont faits à West Bank, les films qui sont faits à l'extérieur, à l'intérieur. Et ce qui est important, c'est que les réalisateurs, mais aussi les diffuseurs d'images arrivent à établir des liens. On fait les films avant tout, enfin on devrait faire les films avant tout pour notre communauté, pour essayer de briser la distance. C'est-à-dire que je trouve ça triste que mes films soient montrés dans des festivals, à Toronto par exemple, mais qu'on ne donne pas à entendre la voix du pays et des différentes communautés qui font notre pays aussi. Donc on montre la pluralité. Donc je ne sais pas s'il y a une solution concrète qui peut être trouvée, mais en tout cas, les films, par exemple, qu'on voit dans ce que vous avez vu ce soir, c'est des films qui sont vus, qui sont un exemple pédagogique, qui ont des choses à nous apprendre et qui peuvent servir de base pour ce qu'on va faire par la suite. Moi, je suis allé étudier l'histoire du cinéma mondial à Londres et ça m'a fait réaliser à quel point nous, Palestiniens, n'avons pas accès à nos propres films, en fait. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour Mohanad? Good evening. First of all, I would like to thank you for the work of restoration and also making this film and sharing it with us. And I see that there's a film about showing the international solidarity towards Palestine. And I personally have some doubts towards how Japan is showing solidarity towards Palestine. Because Japan see themselves sharing the same position, fighting against colonization, just like the same position Palestine is fighting against Israel. However, from history, we can see that actually Japan has also been in the role of an aggressor, and Japan has also invaded other Asian countries, for example, in also brutal way. So
my question is Japan really sharing this position as a victim in this case? And I'm curious about what is your point of view towards this, and is it important? Is this aspect important for you while making this film? Thank you. Vous avez dit merci pour le travail de restauration et d'avoir partagé ce film ce soir. Vous mettez l'accent justement sur la solidarité internationale envers la Palestine, mais j'ai quelques réserves sur le rôle du Japon et le rapport du Japon à ce qui se passe, justement parce que on a effectivement un sentiment anticolonial qui rejoint ce qui se passe en Palestine vis-à-vis d'Israël, mais si on regarde à travers l'histoire, le Japon a souvent endossé le rôle justement de celui qui oppresse et qui envahit notamment d'autres pays asiatiques de manière assez violente. Donc est-ce que dans ce que vous avez vu, le Japon se constituait d'une certaine manière comme victime, et quel regard est-ce que vous avez sur cet aspect-là? Est-ce que c'est quelque chose qui était important pour vous dans la fabrication du film? Japan or the Japanese? See? So I think that's the kind of direct approach that the Japanese people, the normal people, the farmers in Yamagata, the people around other different places, they are not the one who occupied and made the brutal acts around. But they have, this guilt has been imposed on them to feel that they have to take the responsibility, but without the control. They were not allowed to critically reflect on this trauma. They were occupied, Japan was occupied by the US until today in somehow. I mean, it's controlled. Japan is used as a front in front of China, in front of the USSR, where are we now? Against Russia, it's being played. And it's been promised or giving that a position of looking at the world from the white perspective. And that's one of the other problems. I have a friend there in Japan. He told me, like when I was doing the research, Japan will be free only when Palestine will be free. We are both fighting the same imperial attitude that is preventing us from dealing with our own traumas and pushing us all the time in a position of that we are separated. And that's really kind of marked and shaped the solidarity movement with Palestine. There are two types of solidarity movements. There is the solidarity that comes like the white upper looking that we have a sympathy with the people without going into the details. And you have the people who are anti-imperialist, the one that went to Palestine, the one that went to the Red Japanese Army, and the people who were fighting against the imperial influence in Japan. Imperial, I'm talking also the American imperialism. It's both in somehow. And like doing the strikes in the streets to stop the weapon that was going to Yokohama to bomb Vietnam. These people knew that the solidarity, the change in Japan is kind of equal in this change of Palestine. And in the film, actually, I realized it at the end that we are both our cases, and whatever the forgetfulness and the remembrance we are living as both people, it's a product of the Second World War politics that we are still living in today, and we are not allowed to depart from. That's the winners of that war, or the one who made the most atrocities, are the one who are controlling and imposing their politics on everyone. And that's what unifies us all in many ways. And that's why I feel my solidarity to Japan, because it's always been that Japanese is in solidarity with Palestine. But what is it if Palestinians are in solidarity with Japanese? And I feel that what I try to do here is an act of solidarity to give the Japanese audience access to the films or the history of their activism as well, which is not accessible there.
Alors la question c'est de savoir si on parle du gouvernement japonais ou du peuple japonais, parce que le citoyen lambda, l'agriculteur japonais, il n'est pas du côté des envahisseurs, c'est pas lui qui est allé envahir justement les pays dont vous avez parlé, mais on lui a imposé une certaine culpabilité, on l'a responsabilisé, mais il n'a pas vraiment de contrôle et on lui refuse toute perspective critique, tout regard critique. On voit bien aujourd'hui à quel point l'occupation japonaise par les Américains, elle a encore lieu d'une certaine manière de nos jours, et que les États-Unis utilisent justement le Japon comme une sorte de façade dans leurs relations diplomatiques avec la Chine ou avec la Russie, et que ça avantage d'une certaine manière aussi le Japon de se trouver du côté de l'Occident. Mais un ami me disait récemment qu'en fait, le Japon ne sera pleinement libre que quand la Palestine sera libre. On retrouve les mêmes rapports impérialistes qui empêchent, je dirais, un affrontement des traumas au Japon notamment. On voit aussi qu'il y a encore trop de séparation au sein des mouvements de solidarité. Il y a 2 types de mouvements de solidarité quand on regarde ce qui se passe en Palestine. On peut avoir le mouvement de solidarité blanc, d'une bienveillance un peu supérieure, et puis une solidarité anti-impérialiste qui est là pour lutter justement contre l'influence impérialiste. Et ça, ce sont des gens qui vont mener des mouvements de grève dans la rue. C'est ce qui s'est passé au Japon, notamment quand on a eu des mouvements qui essayaient de bloquer l'importation à Yokohama des armes qui étaient censées aller au Vietnam. Et à la fin de la fabrication du film, en fait, j'ai vu qu'on a d'une part la question de l'oubli, d'autre part celle de ce qu'on sait encore de ce qui s'est passé. Et je vois à quel point tout est lié en fait à la Deuxième Guerre mondiale. On voit que ce sont les pays qui ont commis le plus d'atrocités qui continuent aujourd'hui d'imposer leur point de vue. Et donc, il y a quelque chose de profond qui nous lie entre Japonais et Palestiniens. C'est-à-dire que les Japonais, à travers le mouvement activiste de solidarité, ont manifesté leur soutien à la Palestine. Mais nous, Palestiniens, on a une solidarité envers les Japonais aussi. Et ce que je fais à travers ce film, c'est d'une certaine manière un geste de solidarité envers le peuple japonais pour qu'il puisse prendre conscience de ces mouvements activistes populaires de soutien, de solidarité qui existent, parce que les images que vous voyez, elles sont pour la plupart invisibles aux yeux des Japonais. Est-ce qu'il y a une autre question ? Bonsoir. Quand on regarde le générique du film, et même quand on regarde le film, on voit qu'il y a une communauté de cinéastes et de militants qui ont participé de différents peuples, de différentes origines, à la construction de ces documents que vous avez tout à fait raison de ne pas appeler archives, puisque c'est un mouvement qui est en construction et qui aujourd'hui est extrêmement d'actualité. Mais il y a vraiment, je pense, la conscience qu'il y avait une communauté de cinéma et de militants qui fonctionnaient ensemble parce qu'il y avait un projet commun, qui était un projet anti-impérialiste de changement, de solidarité avec les peuples opprimés, de gens qui se reconnaissaient même de différents peuples opprimés dans une lutte commune. Et à vous écouter, vous parlez surtout de la nécessité, le besoin de fédérer les Palestiniens qui sont éclatés dans différents fragments aux 4 coins du monde, y compris même en Palestine, dans la Palestine historique. Et vous ne parlez plus de cette communauté de cinéastes et de militants et de gens qui dépassent le cadre palestinien. Et je voudrais savoir si vous avez quelque chose à dire là-dessus aujourd'hui. À savoir, est-ce qu'il y a toujours la possibilité de développer un mouvement de gens, de cinéastes et de gens de toutes sortes pour faire front commun, pour faire ensemble? Ou est-ce qu'il faut se replier sur son identité This is only an example of this movement. And I like it a lot because it's an extreme example. It's Palestine, Japan. When you take to someone in the street, they're really they are the opposite side of the world, but still that happens. And that makes anyone who knows about this a bit
to think, what do I have in my home back? What is there in Marseille? What is there in Madrid? What is there in Rabat? What is there in all around the world of this evidence of this community that you talked about? Now, to study this community, it was a mix between progressive filmmaking and political parties. Today, we don't have the political parties that organize and mobilize to create this community, and we don't have the progressive filmmaking tools. The industry is not set. The film industry that we know, that a young person will go look for opportunities, he will not access this community. He will access the film industry that is really built after the fall of the Berlin Wall, how to include the East, how to include the South, how to tranquilize them and control the narratives. And that's what is the co-production means in many ways. And there is no, at that time, there is no word co-production. There is no co-production. We don't share rights on political issues. We support you in making the thing. And I make the film, I translate it, you show it to your community in order to learn, not in order to entertain. So there is little shifts that we need to relearn. We think maybe in our, we take that for granted, but if you see how film is being taught in film schools, it's horrific. They only make people come out as tools, like technicians. That's what is the film industry today. And unless somebody who manages to find something interesting, to divert a bit, but that's not the common case. How to make this the common case? Now, the idea that we have to come together, I think we have to. Otherwise, we will disappear. We are fighting against our disappearance again. And this event, this war, this genocide now, it's just a reminder that if we don't pull our stuff together, they're continuing. West Bank is the next. It's there. So we are being challenged now. We are being like, this is the challenge in front of not filmmakers. Who cares about filmmakers? But about people, the whole community. And filmmakers are they're either part of this community or not. Alors ici, dans ce film, j'adresse vraiment la question au travers d'un exemple et d'un mouvement précis, et on pourrait même parler d'un exemple extrême, parce que sur la carte, on se dit, voilà, Japon-Palestine, on est sur deux opposés, et pourtant, si on réfléchit à l'histoire intrinsèque du pays, on voit des liens qui les unissent, mais comme on pourrait en voir si on s'intéresse précisément à ce qui se passe à Marseille, ce qui se passe à Madrid, ce qui se passe à Rabat. Au fond, la question, c'est qu'est-ce qui reste de cette communauté-là. C'est intéressant parce que vous parlez justement d'un mélange, d'une convergence entre certains partis politiques et certains courants de réalisateurs. Mais aujourd'hui, on voit que les partis politiques qui étaient à l'œuvre à cette époque, ils ont disparu. Les outils de création cinématographique radicaux ont aussi disparu. L'industrie du cinéma telle qu'elle existait à l'époque, elle a aussi disparu. Aujourd'hui, vous êtes un jeune qui arrive sur le marché du cinéma. Vous allez voir que l'industrie a complètement été rebattue. Les cartes ont été rebattues depuis, grosso modo, la chute du mur. Et maintenant, on est dans un contrôle des récits qui sont partagés, ne serait-ce que par les accords de coproduction qui existent. Le mot, à l'époque, de coproduction, il n'existait pas. On parlait de soutien. C'était des accords qui se faisaient naturellement. Je fais un film, ensuite je le monte dans un autre pays, tu vas le traduire, tu vas le montrer aux gens de ta communauté, il va servir de support pédagogique, il ne va pas servir d'outil de divertissement en fait. Donc il y a un changement qui a été opéré et il faut qu'on retourne à la source pour réapprendre justement toutes ces choses-là, parce qu'il y a des choses qu'on prend pour acquis, mais qui ont été complètement dévoyées au fil du temps. Si vous allez dans une école de cinéma, par exemple, vous allez voir que ce qu'on enseigne aux apprentis cinéastes, c'est horrible. Grosso modo, on est là à former des techniciens. De temps en temps, on voit un chemin, un étudiant qui prend un chemin de traverse, mais c'est un phénomène qui est très marginal.
Donc je pense qu'avant tout, il faut qu'on se rassemble pour lutter contre notre disparition. Sinon, le risque, c'est de disparaître. Et le génocide actuel rappelle justement cette nécessité. La prochaine étape, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la disparition de West Bank? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça pose un vrai défi à la communauté. Pas à une communauté de réalisateurs, puisque ça, peu importe, mais à une communauté, et éventuellement, les réalisateurs font partie ou non de cette communauté-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Moi, j'ai peut-être une dernière question. La dernière, non, mais parce que je trouve ça vraiment très, très inspirant, ton travail et votre travail à tous de chercher des nouvelles formes de financement. C'est des contre-pouvoirs qui sont, j'espère, plein de potentialités pour l'avenir. Et aussi tout ce travail de parler à la communauté, parler à votre communauté et pas s'adapter à tous ces financements internationaux. Et je voudrais savoir, ce film-là particulièrement, comment il a parlé à la communauté et à ta communauté. I don't know the film, but the films that are included, this R21, it's the real number 21, so it's just a catalog for the other 20 films. The films speaks to their community, like Scenes of Occupation from Gaza, one of the films that are there of Mustafa Abu Ali. It's there. When you see it, when people sees it, they get inspired. They know where is the language of resistance, how to build it, not only verbally, but also cinematically. And of course, other of these films like Kufr Shuba, where we are hearing Kufr Shuba today, being attacked by the Israelis, and they're like, the fights are happening there. The film of Kufr Shuba by Samir Nimr, it's being filmed in Kufr Shuba and talks about the collaboration between the progressive Lebanese and the Palestinian fighters in building not resistance only, but a community around the resistance. I think that's what it's talking about, that the film is a key, again, I say that from the previous film, but also this film, the important part of the film is the credits, where if you see it, you stop, you can have a keyword to do research and open the world that you need to know. That's more important for me, for the community, to give access for these films. Other important thing for me, it's that, you know, to extend the history of, or the history of these films, the filmography, for another generation. I don't know why, I felt that I came in between the two generations, a bit younger than me, but I also met Mustafa Abu Ali, I met many of these filmmakers as well, and I felt a responsibility that somebody has to bring it for the other. So it's not about what I think really of these films, or what my own narratives, or all of these things. I come from an art background, I make dance films, I do other things. But for this thing, it's just like, there is a certain responsibility that has to go, and it to initiate a source of research, a place where other people can open up researches. I mean, I didn't want to make perfect narratives. I'm not telling that story. No. It's just, I'm just using the funding that is available for me to scan, digitize, put the films available, and make an inventory. I'm a mechanical engineer originally, so I don't really think in poetics, but I think in structures. Oui, alors en fait, R21, c'est le catalogue des 20 films qui existent avant. C'est comme un index. Et je pense qu'effectivement, ces films nous disent quelque chose en tant que Palestiniens et parlent à la communauté. Quand on voit le film de l'occupation de Gaza de Mustafa Ganser dans le film, je pense qu'il a encore une certaine... Mustafa Bali
Mustapha Barli, il a une pertinence pour les gens qui le regardent aujourd'hui. Ça leur donne un outil de résistance. Quand on regarde justement les films de Kufur Shuba, je pense que là encore, on parle d'attaque israélienne. Ça a encore une fois une pertinence. Ça parle de collaboration entre les progressistes libanais et les Palestiniens et comment est-ce qu'une communauté s'est organisée via la résistance. Ce qui est important, c'est de regarder le film, mais aussi de voir le générique qui donne des mots-clés et qui permettent une ouverture justement vers d'autres possibilités, qui donnent accès justement à d'autres thèmes qui vont être évoqués, et ça a permis d'étendre l'histoire. Moi, je pense que ce film, il a un but, ça c'était important pour moi, c'est d'étendre ces films, de les offrir à une nouvelle génération, des gens qui sont un petit peu plus jeunes que moi. Alors, j'ai pu rencontrer certains des cinéastes qui ont fait les films qu'on voit ici, mais maintenant, j'estime avoir une sorte de responsabilité de passeur. Peu importe quel est mon regard, le récit que j'essaye de donner. Moi, je fais mes propres films, je suis artiste à côté de ça, je fais des films sur la danse, mais j'estimais avoir une responsabilité, celle de créer un endroit en fait, de recherche, pas forcément de faire le récit parfait, le récit définitif sur ce qui est en train de se passer en Palestine, mais de créer un fond. Alors, j'ai utilisé les ressources qui étaient à ma disposition pour numériser ces films, créer une sorte d'inventaire. Mais voilà, moi, à l'origine, je suis un ingénieur en mécanique. Mon rôle, c'est pas de créer de la poésie, mais c'est de créer une structure. Thank you very much. Do you want to add something before we say goodbye to each other? C'est très très court. Enfin, merci beaucoup. Mais peut-être de répéter où on peut trouver ces films, de nous donner, oui, les liens. C'est quand même précieux ce qui était fait. Thank you so much for doing this. But could you repeat again where we can get a hold of the films and even the transcriptions? It sounds an amazing... www.tokyoreels.com. It was Tokyo Reels. Tokyo Reels. Reels. Tokyo Reels. R-E-E-L-S. Like Cinema de Reels, Tokyo Reels. Just change... Yeah. And it's so funny that it's .com was available, so like, okay. So do you want to add something? I don't know. It's just like, yeah, cinema without change is not interesting anymore. Social media is the new cinema. It's where the cinema as a narrative. That's where narratives are being pushed out there. And all of the images and films and scenes of films are there already on social media. And the next year we will be making films from what is on the social media. So it's closer to the people making their own image. And that's why I say that the 20th century is the century of the image. The 21st century is the century of archives. We don't need to produce images. Everyone is producing images. It's not important. But looking and treating the images and understanding how is that constructing socially, politically, economically, and where we stand today is the role of filmmaking now. Because, I mean, what to do, a very expensive shot, a fly coming, I mean, it's nice, it's beautiful. But anyone can do that with a drone today. Anyone can do a lot of the things that took millions to do 50 years ago. Today, a small camera, two graduates from a film school or even in high school, they can make this. And they can be more effective and be more seen than Kubrick's films. Who cares about it? I mean, it's interesting, it's nice, it's beautiful, this is the art we are proud of. But two guys in TikTok can get more views than Kubrick. Do we cancel this? We say it's not cinema. This is actually being Salafist or being, yeah. Alors donc déjà le site c'est tokyoreels, reels.com. Et pour revenir au mot de la fin, je pense que le cinéma sans changement c'est pas un cinéma intéressant.
quant à savoir ce que je pense des réseaux sociaux, c'est sur les réseaux sociaux qu'on voit ce qu'a été le cinéma, en fait. C'est là que se construisent maintenant les récits. Ce que les films vont devenir, c'est déjà ce qui est actuellement en ce moment sur les réseaux sociaux. Et j'ai tendance à penser que le XXe siècle, c'était le siècle de l'image. Le XXIe siècle, c'est le siècle du processus de l'archive, en fait. On n'a plus besoin de faire des images, ça c'est à la portée de tout le monde. Mais par contre, au XXIe siècle, on a besoin d'un regard, que ce soit un regard politique, social, économique. Et c'est devenu le rôle du cinéma, celui de trier ces images. Faire un plan cher qui va épater la galerie, c'est à la portée de tout le monde. Il suffit d'avoir un drone. Il y a 50 ans, on avait besoin de millions pour faire un super plan aérien, etc. Maintenant, c'est à la portée de n'importe quel étudiant, voire même de n'importe quel lycéen, qui sera probablement plus efficace qu'une équipe entière. Et il fera plus de vues que n'a fait d'entrée un film de Kubrick. Alors, à quoi ça sert? Quelle est la finalité de ça? Est-ce qu'on peut en être fier? TikTok, en tout cas, c'est quelque chose qui attire plus de pères d'yeux que les films de Kubrick aujourd'hui. Est-ce que je le réfute? Si je le réfutais, ça ferait de moi probablement un salafiste. Sur ces beaux mots, grand merci à toi, Mohanad. Merci aussi beaucoup pour la traduction et merci à vous. Bonne soirée.